Non, je suis pas resté là. Alors, je vous demande de vous lever debout un moment de réflexion. Merci, vous asseoir. Alors, bienvenue à la séance de conseil du 23 octobre. Point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, présentation à l'Assemblée publique. 3.1, Assemblée publique de consultation, projet de règlement numéro V619, relatif aux dérogations mineures. Point numéro 4, période de questions. Point numéro 5, administration. 5.1, renouvellement du protocole d'entente entre la Ville de Donnacona et la Ville de Neuville concernant les inscriptions au sport de classe ainsi qu'aux activités aquatiques. 5.2, signature du protocole d'entente entre la Ville de Donnacona et la Ville de Cap-Santé concernant les inscriptions au sport de classe ainsi qu'aux activités aquatiques. 5.3, demande d'aide financière au programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et plein air pour la construction de véloparcs. 5.4, demande d'aide financière au programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et plein air pour le projet de construction de terrain synthétique, soccer, football. 5.5, financement temporaire, examen d'emploi numéro V608, une dépense et un emploi afin de procéder à la construction de bassins de rétention au parc Jean-Baptiste Lac. Point numéro 6, législation et greffe. 6.1, nomination d'un nouveau membre du comité sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels. 6.2, adoption du règlement numéro V619 relatif aux dérogations mineures. 6.3, exclusion d'une partie du lot 3 509 892 et 3 509 884 et 3 509 958 du cadastre du Québec des biens du domaine public de la Ville. 6.4, prendre d'une partie des lots 3 509 892, 3 509 884 et 3 509 958 du cadastre du Québec. 6.5, avis de motion, règlement visant à actualiser certaines dispositions du règlement de zonage numéro V539. 6.6, adoption du projet de règlement numéro V539-13 visant à actualiser et reviser certaines dispositions du règlement de zonage numéro V539. 6.7, avis de motion, règlement modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro V576 afin de sujetir l'usage associé à la vente du cannabis et de ses produits dérivés dans la zone commerciale C6. 6.8, adoption du projet de règlement numéro 576-01, modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 576 afin d'assujettir l'usage associé à la vente du cannabis et de ses produits dérivés dans la zone commerciale C6. 6.9, extraction et de création d'une servitude en faveur de la Ville de Donnacona sur le lot 3 707 447 du cadastre de Québec, propriété de transport marche unité, autorisation de signature. Point numéro 7, 8 et 9, aucun point. Point numéro 10, autre sujet. 10.1, aide financière au Cercle fermière de Donnacona. 6.2, aide financière au FM 9. 6.3, autorisation au HALE de tenir un barrage routier dans le cadre de l'opération de rouge de 2023. 6.4, conceptualisation et implantation parcours de la route bleue. 6.5, aide financière au club de baseball des Sables du canton 9. Pour plusieurs périodes de questions, point numéro 12, affaires nouvelles. Non, je n'ai pas la bonne nouvelle de ma montre. C'est libre, c'est bien. Non. Point numéro 13, dépôt de document, point. Et point numéro 14, levée de la séance.
Alors, point numéro 1, ouverture d'assurance, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Je le propose. Point numéro 3, présentation à l'Assemblée publique. Point 1, Assemblée publique de consultation, projet de règlement numéro B619 relatif aux dérogations mineures. Partageons l'écran pour la présentation. Donc, bonsoir. En prévision de l'adoption de nouveaux règlements relatifs aux dérogations mineures, nous devions évidemment tenir une assemblée publique de consultation pour le dépôt du projet de règlement. Donc, le projet de règlement V619 a été adopté le 23 septembre 2023 et l'Assemblée publique de consultation fixée à ce soir. Donc, je vais vous résumer essentiellement les buts du règlement, certains critères administratifs et ensuite la procédure qui est fixée par règlement pour maintenant déposer une demande de dérogation mineure, un ancien règlement qui était déjà en vigueur, qu'on a dû actualiser suite à un dépôt d'un projet de loi et tout en voulant en même temps le moderniser un petit peu. Donc, on a refondu le règlement en entier pour en faire un à part et plus précis et plus actuel. Donc, les buts du règlement vont comme suit. C'est d'abord pour régir les dérogations mineures sur le territoire de la ville de Donnacona en prescrivant les procédures requises pour effectuer une demande, donc par toute personne morale ou physique, déterminer les documents ou informations exigées lors d'une demande, donc qu'est-ce que les gens doivent déposer avec leur demande, identifier les zones qui sont prévues au règlement de zonage, d'où peut provenir une telle demande, donc sur l'ensemble du territoire. Désigner ensuite les dispositions des règlements de zonage et de lotissement qui peuvent faire l'objet aussi d'une demande de dérogation mineure. Certaines sont donc interdites par la loi, entre autres. Donc, on vient définir un peu ces éléments-là dans le règlement qui va vous être présenté. Et à la fin, on établit les critères d'analyse que les membres du CCU doivent considérer pour analyser les demandes et faire leurs recommandations au conseil municipal. Donc, d'abord, le règlement actuel, V619, qui est proposé, vient abroger l'ancien règlement entièrement V271 qui portait sur le même sujet, qui avait été adopté là, il y a quelques décennies. Comme je disais, c'est vraiment dans ce cas-ci un besoin suite à l'adoption d'un projet de loi et aussi pour actualiser les normes et le contenu du règlement. Donc, le règlement débute par une section sur les renseignements ou documents requis. Donc, on doit plutôt formuler la demande en déposant le formulaire qui est fourni par la ville, dûment rempli et signé. C'est bien important que les documents fournis soient d'abord signés à l'intérieur du formulaire que la ville aura élaboré. Tous les renseignements exigés doivent être déposés, qui sont demandés normalement par le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme B536, soit pour un certificat, un permis ou une demande de lotissement. C'est dans ces trois cas-là qu'une demande de dérogation mineure peut être formulée. Et le CCU, autrement, peut aussi exiger d'autres documents ou informations pour bien comprendre la demande et l'évaluer adéquatement. Donc, il y a toujours des frais exigibles pour une demande de dérogation mineure, les frais exigibles sont fixés par le règlement administratif V536. Actuellement, c'est 300 $, mais les frais peuvent toujours évoluer selon l'amendement ou l'évolution du règlement administratif. Les frais doivent être acquittés dès le dépôt de la demande. Ils ne sont pas remboursables et dans certains cas exceptionnels, comme par exemple, on indique ici là, une erreur de la ville ou encore d'autres situations particulières et exceptionnelles, comme ça le dit, le conseil pourrait ne pas exiger ces frais-là pour le dépôt d'une demande, mais on reste dans des cas d'exception. Le cheminement, je vais revenir sur chacune des étapes par la suite un peu plus en détail. Donc, là, il y a le dépôt de la demande de dérogation mineure, il y a la vérification de sa recevabilité par le fonctionnaire désigné. Dans notre cas, à nous ici, c'est généralement l'inspecteur municipal. On a 30 jours pour signifier à la personne que sa demande est recevable. Ensuite, il y a un examen de la demande par le comité consultatif d'urbanisme, selon ce qu'on va élaborer un petit peu plus loin. Ensuite, le CCU transmet la demande et sa recommandation au conseil municipal.
Il y a par la suite la publication d'un avis public, au moins 15 jours avant la séance, où le Conseil doit statuer sur cette demande qui a été présentée au CCU. Ensuite, un examen de la demande par le Conseil et adoption d'une résolution approuvant ou refusant la demande de dérogation mineure. Et à partir de cette étape-ci, il y a deux chemins possibles. Dépendant si ce n'est pas une situation où on touche à un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières, on peut, suite à l'approbation du Conseil, émettre ou pas le permis. Et si la demande de dérogation mineure est accordée par le Conseil et touche un lieu où justement où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de santé publique, de protection de l'environnement ou de bien-être général, à ce moment-là, il faut transmettre la demande à la MRC qui aura 90 jours pour formuler un avis. Un second avis, si on veut, sur la demande, qui pourra désavouer la demande, l'approuver en ne répondant pas ou en répondant qu'elle l'approuve ou encore en émettant des conditions additionnelles. Et par la suite, sur l'avis de la MRC, à nouveau, le permis peut être émis si la MRC et le Conseil ont approuvé la demande, selon les conditions qui ont été formulées par l'un des deux ou les deux. Donc, un peu plus en détail, donc, la transmission de la demande doit être faite de façon écrite au fonctionnaire désigné, accompagné de tous les documents exigés nécessaires. Le fonctionnaire désigné analyse la recevabilité de la demande, donc il regarde d'abord si elle est complète et conforme. Si celle-ci ne vise pas une disposition qui ne peut pas faire l'objet d'une dérogation mineure selon le règlement et la loi. Donc, si c'est le cas, il doit aviser le requérant qu'elle n'est pas recevable. Si elle est incomplète, la demande est suspendue jusqu'à ce que tous les documents et informations soient fournis. Et à ce moment-là, la personne doit reformuler ou compléter sa demande. La recevabilité doit être confirmée dans les 30 jours. Généralement, on le fait plus rapidement que ça, mais c'est un délai, disons, maximal. Ensuite, le fonctionnaire désigné transmet la demande au CCU et celui-ci la reçoit lors d'une réunion du comité et analyse la demande. Donc, l'examen de la demande, l'analyse en fonction des critères d'évaluation qui sont énoncés à la fin du règlement, que je vais vous présenter aussi à la fin de la présentation. Le comité peut demander des informations additionnelles, donc suspendre son analyse ou encore en demander dans le cadre de sa recommandation comme des conditions. Il peut suggérer, comme je le disais, des conditions ou des modifications au projet et il peut demander aussi une visite du site ou du bâtiment si la demande est plus difficile à comprendre ou encore que cette visite-là serait nécessaire, si on veut, pour prendre une décision éclairée. Transmission ensuite de la demande au conseil. Donc, le CCU transmet sa demande et son avis au conseil municipal. Celui-ci doit comprendre les recommandations expliquant l'acceptation ou le rejet de la demande. Donc, expliqué par ses motifs et son procès-verbal, dans le fond, l'objet de sa réflexion. Il peut aussi contenir des suggestions ou des conditions supplémentaires pour atténuer les impacts de la demande. Par la suite, la Ville doit faire paraître un avis public qui est donné au moins 15 jours avant la séance, comme je le disais tantôt, là, où se tiendra la soirée de la décision où le Conseil statuera sur la demande. Il doit indiquer différentes informations qui sont mentionnées ici. Je n'entrerai pas nécessairement dans le détail, là, mais l'avis public doit paraître, comme je le disais, 15 jours avant la séance. Examen de la demande par le Conseil et prise de décision. Donc, sur la base de la recommandation du CCU, le Conseil doit ensuite accorder ou refuser par résolution la demande qui lui est présentée. Et la résolution peut prévoir, à nouveau, selon les compétences de la Ville, d'autres conditions pour atténuer, encore une fois, les impacts de la demande de dérogation mineure selon le cas. Ensuite, la décision est transmise au requérant. Si elle est positive ou négative, peu importe, hein, pour que la personne puisse ou pas recevoir son permis. Par contre, comme je le disais tantôt, si on prend la deuxième route et que la demande touche un lieu d'occupation du sol qui est soumis à des contraintes particulières, la décision du Conseil doit être envoyée à la MRC de Pont-Neuf qui doit aussi, elle, statuer dans les 90 jours sur la décision. Si, par exemple, cela pourrait faire aggraver les risques en matière de santé publique, sécurité publique, protection de l'environnement ou bien-être général, et peut imposer toute autre condition pour atténuer encore une fois celle-ci, ou modifier les décisions du Conseil, ou encore désavouer la décision de la Ville. La MRC doit alors retransmettre la résolution prise à la Ville, qui, elle, doit transmettre au requérant, ou en l'absence d'une telle résolution, l'informer de la décision accordant la dérogation. Donc, en gros, ça rajoute généralement quelques semaines de plus. La personne doit attendre avant de pouvoir recevoir son permis, la décision de la MRC. Et par la suite, quand est-ce que prend effet la dérogation mineure? C'est soit à la date de l'adoption de la résolution par le Conseil ou encore lorsque la MRC a émis son avis
qui vient, comme je le disais, désavouer, modifier ou encore approuver la demande de dérogation mineure qui a été soumise et acceptée par le Conseil. Jusqu'à temps que la MAC et le Conseil se soient positionnés par résolution, évidemment, aucun permis ou certificat ne peut être émis et aucun travaux ne peut débuter s'ils font l'objet de la dérogation mineure. Ensuite, une note, là, si jamais dans le cadre de la demande, même après la demande est modifiée ou est incomplète, mais normalement modifiée après l'approbation du Conseil, celle-ci va nécessiter une nouvelle demande. Donc, on ne peut pas là, modifier la demande suivant la recommandation et l'avis de la résolution adoptée par le Conseil, considérant qu'elle a été acceptée selon les conditions et les informations présentées. Par la suite, évidemment, à la réception par le fonctionnaire désigné d'une copie de la résolution, celui-ci peut émettre le permis. Et ensuite, la personne qui a fait la demande peut débuter ses travaux ou encore obtenir son permis de lotissement, dépendant du cas qui faisait l'objet d'une demande de dérogation mineure. Donc, dans le règlement, on doit aussi indiquer les dispositions qui, dans chacun des deux règlements, qui peuvent faire l'objet de dérogation mineure, donc seulement le règlement de zonage et le règlement de lotissement. Donc, quelles dispositions peuvent faire l'objet d'une demande? En réalité, dans le règlement de zonage, ce sont toutes les dispositions qui peuvent obtenir une dérogation mineure, sauf celles qui sont mentionnées ici. Donc, c'est plus simple de cette façon que de nommer celles qui peuvent obtenir une dérogation mineure. Donc, tout ce qui est en lien avec l'usage, donc une activité, donc un commerce ne peut pas, si par exemple dans une zone commerciale, on autorise uniquement le commercial ou encore l'industriel, on ne peut pas faire du résidentiel. Ici, dans une zone, on autorise uniquement du résidentiel, on ne peut pas faire du commercial. Donc, la loi interdit de faire des dérogations mineures sur l'usage et la densité d'occupation du sol. Donc, on ne peut pas créer, par exemple, plus de logements sur un terrain en passant par une dérogation mineure. C'est absolument à ce moment-là une modification au règlement de zonage et le Conseil doit à nouveau se positionner sur la demande d'amendement, mais ne peut pas donner une dérogation sur la densité d'occupation du sol. Il y a aussi toutes les dispositions dans le règlement de zonage qui ont été adoptées en vertu de l'article 113 de la LEU. Lorsque celle-ci, encore une fois, concerne un lieu d'occupation du sol qui est soumis à des contraintes particulières pour la santé, la sécurité ou la santé publique, l'environnement ou encore le bien-être général, et de manière non limitative. Donc, j'en nomme quelques-unes ici. Il y en a d'autres au règlement de zonage qui concernent ces sujets-là, mais toutes ces normes-là qui affectent ces sujets-là ne peuvent pas non plus faire l'objet de dérogation mineure. Donc, toutes les marges de recul en bordure de certains axes de transport, particulièrement les axes de transport majeurs, comme l'autoroute 40, la route 138 ou encore les chemins de fer. Les marges de recul en lien avec un lac ou un cours d'eau. L'aménagement d'accès en bordure du réseau routier supérieur, donc les routes essentiellement numérotées. Les normes relatives à la protection des rives et du littoral. Les normes de protection applicables aux zones inondables. Les normes relatives à la protection des talus et aux zones à risque de mouvement de terrain, donc en haut et en bas des talus. Les normes d'implantation de certains usages contraignants, donc comme des activités particulières comme les lieux de traitement des eaux usées, élevage de chiens, matières résiduelles, il y en a plusieurs qui sont nommés essentiellement dans le projet de règlement. Je ne voulais pas revenir sur tout ça, mais ce sont des usages contraignants qui ne peuvent pas, à cause des impacts qu'ils peuvent avoir sur le voisinage immédiat, faire l'objet de dérogation mineure. Au niveau du règlement du lotissement, donc le second règlement qui peut faire l'objet de dérogation mineure, ce sont aussi toutes les dispositions qui sont susceptibles d'obtenir une dérogation mineure, sauf celles qui sont mentionnées encore une fois ici dans la présentation, et de manière non limitative, là, si elles touchent des dispositions qui étaient adoptées en vertu de l'article 115 de la LEU. Encore une fois, lorsque la demande concerne un lieu d'occupation du sol qui est soumis à des contraintes particulières. Il y a aussi les dispositions en lien avec la contribution pour fin de parc de terrain de jeu ou espace vert, que généralement les promoteurs ou encore toute personne qui émet un permis de lotissement pour 3 terrains et plus, une subdivision de terrain de 3 terrains et plus, on ne peut pas déroger à cette règle-là de contribuer pour des fins de parc de terrain de jeu ou d'espace vert. Donc, dans les dispositions qui touchent l'article 115 de la LEU, on parle des dispositions particulières pour un terrain adjacent à un cours d'eau ou à un lac. Comme vous voyez, ça revient souvent. C'est parce qu'évidemment, on ne veut pas encourager la dérogation mineure en bordure d'espaces protégés, entre autres les plans d'eau, les cours d'eau, les lacs. Les normes minimales de lotissement applicables aux lots partiellement desservis ou non desservis et localisés dans un corridor riverain. Les dispositions particulières applicables dans un corridor riverain. Les modalités applicables à l'aménagement d'une intersection en bordure du réseau supérieur, les normes relatives à la distance d'une rue par rapport à un lac ou à un cours d'eau à débit régulier. Ces dispositions-là qui sont mentionnées, qui sont précisées de manière non limitative, là, en lien avec l'article 115, ce n'est pas uniquement notre règlement,
c'est tous les règlements en lien avec les dérogations mineures et toutes les villes qui doivent s'en soumettre. Donc, pour terminer, les dispositions, pas les dispositions, mais les critères d'évaluation d'une demande. Donc, qu'est-ce que le CCU doit considérer et le conseil municipal lorsqu'ils analysent une demande de dérogation mineure? Il y a 6 critères obligatoires fixés par la loi aussi, encore une fois. Donc, elle doit respecter les orientations et objectifs du plan d'urbanisme. L'application du règlement de zonage. Si on appliquait la règle telle qu'elle est écrite et que la personne devait se soumettre au lieu d'avoir une dérogation mineure, est-ce que cette application-là causerait un préjudice sérieux au demandeur? La dérogation, si elle est accordée, ne portera pas atteinte à la jouissance de droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins. Donc, on ne doit évidemment pas nuire au voisinage en octroyant une dérogation mineure. Si elle vise des travaux en cours d'exécution ou déjà exécutés, ceux-ci doivent avoir fait l'objet d'un permis et avoir été exécutés de bonne foi. Avant, ce n'était pas nécessairement obligatoire. Maintenant, c'est vraiment précisé que la personne qui a déjà fait des travaux ou qui est en train de les faire et qui s'en rend compte demande une dérogation. Si elle n'a pas obtenu de permis ou qu'elle ne l'a pas fait de bonne foi, les deux conditions sont nécessaires, elle ne pourra pas se prévaloir d'une demande de dérogation. Accorder celle-ci n'aura pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique. Encore une fois, ça aussi, ça revient souvent. C'est assez normal. Et accorder celle-ci n'aura pas pour effet de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être général. Donc, la thématique là, de la protection d'autrui, de l'environnement et de ne pas aggraver les risques en matière de santé et de sécurité publique reviennent, mais c'est la base, là, je dirais, de ce qui a été fixé comme critère d'évaluation par le projet de loi qui est maintenant rendu nécessaire. Donc, voilà. Ça fait le tour de ma présentation. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions? Merci. Donc, pour la suite, c'est un règlement qui n'est pas soumis à l'approbation des personnes à la voter. Donc, ce soir, on est l'Assemblée publique, les commentaires. Donc, le règlement de 609 pourrait être adopté pour être transmis à la RRC pour l'approbation, pour l'obtention du certificat de conformité de la RRC. Pour ensuite rentrer au gouvernement. C'est complète de l'Assemblée. Merci, M. le Président. Alors, ceci complète la présentation de l'Assemblée publique. Point numéro 5, première période de questions. Alors, nous avons reçu une question en ligne. La question vient de M. Barbeau. Alors, je vais vous la lire. Sur une base annualisée, 1 an, 3 ans et 5 ans, quel a été le montant des revenus, des dépenses et le déficit d'opérations comblées par la Ville pour la Maison de la Culture? Alors, M. Barbeau, je ne peux pas vous répondre ce soir. Le personnel présentement de l'administration va s'occuper de s'approprier de tous les chiffres que vous avez demandé. Ils vont vous répondre dans les prochains jours. Et puis, on va vous répondre publiquement la prochaine séance de conseil qui va se dérouler le 13 novembre prochain. Il n'y a personne dans la salle, donc ceci complète la première période des questions. Numéro 5, administration. 5.1, renouvellement du protocole d'entente entre la Ville de Donnacona et la Ville de Neuville concernant les inscriptions au sport de glace ainsi que les activités aquatiques. Alors, considérant la résolution numéro 2021-08-314 adoptée par le Conseil municipal lors de la séance ordinaire du 23 août 2021, par laquelle la Ville de Donnacona a entériné la conclusion d'une entente avec la Ville de Neuville afin de permettre aux citoyens de cette dernière de bénéficier de la même tarification que les citoyens de Donnacona pour les sports de glace et les activités aquatiques. On sent que cette entente d'une durée de 3 ans arrive à échéance à la fin de 2023 pour les activités aquatiques et à la fin de la saison 2023-24 pour les sports de glace. On sent que les discussions sont venues entre les deux parties afin de renouveler cette entente pour une nouvelle période de 3 ans, soit les années 24, 25 et 26. Le protocole d'entente convenu entre les parties est joint à la présente résolution.
Alors, la résolution que le conseil municipal renouvelle le protocole d'entente entre la ville de Donnacona et la ville de Louisville concernant les inscriptions au sport de glace ainsi qu'aux activités aquatiques pour une durée de 3 ans et que le conseil municipal m'autorise moi-même et M. Sylvain Germain, directeur général, à signer au nom de la ville ce protocole d'entente. Alors, j'ai besoin d'un proposant. Je propose. Quelqu'un est contre. Maintenant, 5.2, signature du protocole d'entente entre la ville de Donnacona et la ville de Cap-Santé concernant les inscriptions au sport de glace ainsi que aux activités aquatiques. Je ne vois pas la nomenclature est identique à la précédente. Alors, on va passer directement à la résolution. Le conseil municipal autorise la signature du nouveau protocole entre la ville de Donnacona et la ville de Cap-Santé concernant les inscriptions au sport de glace ainsi qu'aux activités aquatiques pour une durée de 3 ans. Et m'autorise moi-même et M. Sylvain Germain, directeur général, à signer au nom de la ville ce protocole d'entente. J'obtiens le proposant. Je propose. Quelqu'un est contre. Alors, 5.3, demande d'aide financière au programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et plein air pour la construction d'un véloparc. Ça concerne le projet de la ville de procéder à la construction d'un véloparc, que la ville souhaite déposer une demande d'aide financière au programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et plein air du ministère de l'Éducation. La ville a pris connaissance des modalités du programme. Alors, la résolution que la ville de Donnacona autorise la présentation d'un projet de construction d'un véloparc au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et plein air, et que soit confirmé l'engagement de la ville de Donnacona à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce permis, à assumer tout dépassement de coûts générés par des travaux et à ne pas accorder de contrôle relatif à des coûts directs avant l'obtention de la lettre d'annonce de la ministre. Que la ville désigne Mme Karen Rabi, coordonnatrice en loisirs et culture, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer au nom de tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. Alors, je vous en ai proposé. Je le propose. Informe. Maintenant, 5.4, demande d'aide financière au programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et plein air pour le projet de construction d'un terrain synthétique, soccer et football. Considérant que le projet conjoint de la ville de Donnacona et le centre de service scolaire de Pont-Neuf pour la construction d'un terrain synthétique de soccer et de football. Considérant que les discussions entre la ville et le centre de service scolaire Pont-Neuf entourant le partage des coûts de ce projet et que les parties conviennent que la ville de Donnacona serait le porteur et la maître d'œuvre du projet. Sans que la ville soit déposée une demande d'aide financière au programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et plein air. Alors, la résolution est que le conseil municipal de la ville de Donnacona autorise la présentation d'un projet de construction d'un terrain synthétique de soccer et football au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, et que soit considéré l'engagement de la ville à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de cette dernière, à assumer tout dépassement de coûts générés par les travaux et à ne pas apporter de contrôle relatif à des coûts directs avant l'obtention de la lettre de l'annonce de la ministre. La ville de Donnacona désigne M. Sylvain Germain, directeur général, comme personne autorisée à signer en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. Alors, j'en ai proposé. Je propose. Quelqu'un contre? Alors, 5.5, financement temporaire, règlement d'emprunt numéro B608, décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder à la construction de bassins de rétention au parc Jean-Baptiste Nat.
Considérant que la Ville procédera au financement du règlement numéro B608, décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder à la construction du bassin de rétention au parc Jean-Baptiste-Nat à la fin du projet. Considérant que la Ville affectera la subvention à recevoir dans le cadre du programme d'infrastructure municipaux d'eau en diminution de la dépense du règlement numéro B608. Considérant que la Ville juge opportun de procéder à un emprunt temporaire pour assumer les dépenses au règlement numéro B608 jusqu'au financement permanent. Considérant que le montant de cet emprunt temporaire est de 6 079 220. La résolution que la Ville de Donnacona contracte un emprunt temporaire à la Caisse des Jardins du centre de Port-Neuf pour un montant de 6 079 200 et que la Ville autorise moi-même et Mme Carolina, trésorière directrice du service administratif, à signer au nom de la Ville les documents relatifs à ce financement temporaire. Je vous en apporte une autre. Je propose. D'accord. Alors, ceci complète le point numéro 5. Point numéro 6, législation greffe. 9 prochains points discutés par Maître Gignac. Alors, 6.1, nomination de nouveaux membres sur le comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Maître Gignac. La loi modernisant les dispositions éducatives en matière de protection des renseignements personnels qui a été sanctionnée le 22 septembre 2021 prévoit la création d'un comité sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels. Ce comité-là, qui est par l'article 3.1 de la loi, est chargé de soutenir l'organisme public. C'est un comité obligatoire, il est chargé de soutenir l'organisme public dans l'exercice de cette obligation en vertu de la loi. Donc, il y a une résolution qui avait été adoptée par le Conseil, la résolution 2022-09-320, le 12 septembre 2022. Nommer les personnes désignées et parmi ces membres, il y avait Mme Alain, trésorière et directrice des services administratifs. Donc, comme Mme Alain a pour la retraite, il est nécessaire de remplacer un membre du comité. Donc, la résolution de ce soir, c'est de nommer Mme Carolina, trésorière directrice des services administratifs sur le comité sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels en remplacement de Mme Julien. C'est alors un proposant. Je propose. D'accord. Alors, 6.2, adoption du règlement numéro B619 relatif aux dérogations mineures. Donc, règlement qui a été présenté tout à l'heure par M. Fillon dans le cadre de l'Assemblée publique de consultation. Donc, le règlement, le B271 sur les dérogations mineures qui a été adopté par le Conseil municipal, le B 1999 et ses différents amendements, qui était nécessaire de remplacer le règlement actuel sur les dérogations mineures. L'Assemblée publique qui s'est tenue tout à l'heure, la motion et le projet de règlement qui ont été présentés lors de la séance ordinaire du 25 septembre. Donc, on a déjà présenté amplement le règlement. Donc, ce soir, c'est l'adoption. Donc, la résolution est faite du Conseil municipal adopte le règlement numéro B619 relatif aux dérogations. Merci. Proposant. Je propose. À 6.23, exclusion d'une partie des lots 3 509 892, 3 509 984 et 3 509 958 tout à l'heure du Québec, des biens du domaine public de la Ville. Donc, les deux prochains sujets sont liés, donc 6.3 et 6.4. Donc, dans un premier temps, en fait, c'est une demande qui est adressée à la Ville par l'entreprise Transformat pour acheter une parcelle de terrain. C'est une petite parcelle qui est formée de 3 lots différents, donc l'identification des 3 lots. Évidemment, la parcelle est identifiée par un plan décrit, une description technique préparée par le ménard en compteur géomètre, donc le 18 septembre 2023. Donc, puisque ces parcelles de terrain font partie de l'emprise de la industrielle et d'un fonds de rue qui était projeté à l'époque, les biens, en fait, cette parcelle-là fait partie des biens du domaine public. Donc, avant de pouvoir la vendre,
la ville se doit d'exclure cette parcelle de territoire des lignes du domaine public. Donc, c'est l'objectif de 6.3. Donc, la résolution est d'exclure les parties des lots 3 509 892, 3 509 984 et 3 509 958 du Capacité Québec, donc qui sont décrits dans la description technique préparée par Luc Ménard en Pandore. Et je remarque le 18 septembre, portant le numéro 8-4-22 de ces minutes, les biens du domaine public de la ville. Je propose. Et contre. Dans 6.4, vente d'une partie des lots de 3 509 892, 3 509 984 et 3 509 958 du cadastre de Québec. La continuité, puisque la ville a procédé à l'exécution de cette partie de ces parcelles, de cette partie de l'eau des biens du domaine public. Donc, la résolution, le sujet 6.4, c'est de procéder à la vente de cette parcelle qui est formée de partie de chacun de ces trois lots. Donc, vous aviez le projet d'acte de vente qui était préparé par notre juge Jean-Pierre Julien Montagne. Donc, la résolution de vente des parties des lots 3 509 892, 3 509 984 et 3 509 958. L'entreprise de transport matriculité pour un montant de 3 031, auquel s'ajoute les taxes applicables. Autorisé M. Jean-Claude Péréguet, maire et moi-même à signer au nom de la ville l'acte de vente préparé par M. Jean-Pierre Julien notaire. C'est pour la proposant. Je propose. Quelqu'un contre? Alors, 6.5, l'avis de motion. La demande visant à actualiser certaines dispositions sur le règlement de sauvetage numéro V539. Donc, comme tout règlement, va être d'abord procédé dans la motion. Donc, ce soir, il y a l'adoption, en fait, le début de la motion pour un éventuel règlement le modifiant le règlement de zonage. C'est donc, c'est l'avis de motion de M. Lewis. Ce n'est pas l'adoption du premier projet de règlement. Vous avez une motion? Je donne l'avis de motion. Dans 6.6, l'adoption du projet de règlement numéro V539-13 visant à actualiser et reviser certaines dispositions du règlement de zonage numéro V539. Le règlement de zonage numéro V539 entré dans le 12 février 2014. Donc, il y a eu le gouvernement provincial a adopté la loi sur l'hébergement touristique qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2022, laquelle a remplacé la loi sur les établissements d'hébergement touristique. Considérant qu'il y a révisé la terminologie ainsi que la classification des usages apparaissant réglementairement en cette matière afin qu'elle s'arrime avec la législation provinciale. Considérant qu'il y a lieu d'apporter des ajustements à certaines dispositions du règlement de zonage relatives aux constructions complémentaires et à l'adaptation de l'entreprise. Donc, la résolution de ce soir que le Conseil municipal adopte le premier projet de règlement numéro 539-13 visant à actualiser et réviser certaines dispositions du règlement de zonage numéro 539. Le Conseil fixe la tenue de l'Assemblée publique des consultations pour ce règlement requise par la loi sur l'aménagement urbaniste au lundi 27 novembre 2023 à 19h37 du Conseil. Merci. Alors, la proposition. Je propose. Contre. Alors, 6.7, l'avis de motion, règlement modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro V576 afin de sujetter à l'usage associé à la vente de cannabis et ses produits dérivés dans la zone commerciale C6. Première étape de l'adoption d'un règlement modifiant le règlement sur l'usage conditionnel. C'est la motion pour le règlement afin de sujeter à l'usage associé à la vente de cannabis et ses produits dérivés dans la zone commerciale C6. La motion.
Alors, 6.8, adoption du projet de règlement numéro B 165-01, modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro V 576, afin d'assujettir l'usage associé à la vente de cannabis et de ces produits dérivés dans la zone commerciale C6. Donc, considérant que le règlement relatif aux usages conditionnels numéro B576 est entré en vigueur le 28 janvier 2019. Donc, le Conseil peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement urbanisme. Considérant que l'usage associé à la vente de cannabis ainsi que de produits divers fabriqués avec du cannabis est assujetti au règlement relatif aux usages conditionnels. Considérant que ce règlement détermine les zones où cet usage peut être exercé sur le territoire de la ville de Donnacona. Considérant que cet usage conditionnel est principalement autorisé à l'intérieur de zones commerciales comprises entre l'autoroute Félix Leclerc et la route Saint-Angèle. Considérant qu'il y a lieu d'autoriser cet usage conditionnel à l'intérieur de la zone commerciale 6, qui est délimitée dans cette portion du territoire en bord du boulevard des Écureuils. Donc, la résolution ce soir que le Conseil municipal adopte le premier projet de règlement numéro B576-01, modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro B576 afin d'assujettir l'usage associé à la vente des cannabis et de ses produits dérivés dans la zone commerciale C6. Le Conseil fixe la tenue de l'Assemblée publique de consultation pour ce règlement requis par la loi sur l'aménagement urbanisme le lundi 27 novembre 2023 à 19h à la salle du Conseil. Je propose. Quelqu'un le compte? Alors, 6.9, acte d'extinction et des créations de servitudes en faveur de la ville de Donnacona sur le lot 3 706 447 du cadastre du Québec, unité de transport limité, autorisation de signature. Considérant qu'il était nécessaire de procéder à la modification de l'assiette de servitude située sur une partie du 3 706 447 du cadastre du Québec, propriété de l'entreprise Transformant Limited. Considérant les discussions intervenues entre la ville et l'entreprise, concernant le projet d'acte d'extinction de création de servitude préparé par la coalition d'entente la présente résolution. La résolution le Conseil municipal approuve l'acte d'extinction de création de servitude en faveur de la ville de Donnacona sur le lot 3 706 447 du cadastre du Québec, propriété de transport en activité. Le Conseil municipal réalise M. Jean-Claude Laveille, maire, et mon assigné contre la ville l'acte d'extinction de création de servitude préparé par Maître Annie Partenaire. Mentionner que la modification de cette assiette de servitude, c'est en vue de travaux éventuels du ministère public à la route dans ce moment. Dans ma proposante. Je propose. Bien compte. Alors, ceci conclut les points numéro 6, point numéro 7, gestion actuelle et point. Numéro 8, organisme et développement économique, aucun point. Point numéro 9, ressources humaines, aucun point. Alors, point numéro 10, autre sujet, 10.1, aide financière au cercle infirmière de Donnacona. Alors, considérant la demande d'aide financière adressée à la ville par l'organisme du cercle infirmière de Donnacona, afin de les soutenir dans leur mission. On sent que le conseil municipal juge approprié de verser cette aide financière. Alors, la résolution de verser une aide financière de 400 $ au cercle infirmière de Donnacona pour soutenir dans leur mission et d'autoriser une dépense de 400 $ à même le poste budgétaire. Je vous en ai proposé. Je propose. Quelqu'un est contre? Article 6.2, aide financière de Carrefour FM Port-Neuf, suite à la correspondance reçue par le Carrefour FM Port-Neuf, par laquelle l'organisme communautaire sollicite une aide financière de la ville pour la réalisation de ses activités. Le conseil municipal juge approprié de verser cette aide financière. Alors, la résolution de verser une aide financière de 150 $ à Carrefour FM Port-Neuf pour la réalisation de ses activités et autoriser une dépense à même le poste budgétaire. C'est un proposant. Je propose. Alors, 10.3, autorisation au halo de tenir un barrage routier dans le cadre de l'opération Les Rouges 2023. Alors, considérant la correspondance reçue par Mme Bouchard,
lors de l'organisme de halo entraide communautaire, considérant que le halo entraide communautaire est le maître d'œuvre de l'opération Les Rouges 2023 dans 9, considérant que l'organisme souhaite tenir un barrage routier le jeudi 16 novembre prochain, de 6h30 à 8h30 et de 11h30 à 13h, aux intersections de la rue de l'Église et de Mathieu, et à l'arrêt de l'intersection de la rue des Prés et Bruyères, afin de collecter des fonds dans le cadre de l'organisation de l'opération des Rouges 2023 dans Paris-9. La résolution autorise l'organisation du halo entraide communautaire et tenir dans le barrage routier dans le cadre de l'opération des Rouges 2023, le jeudi 16 novembre prochain, de 6h30 à 8h30 et de 11h30 à 9h, aux intersections de la rue de l'Église et de l'arrêt de l'intersection des rues des Prés et Bruyères, afin de collecter des fonds pour l'organisation de l'opération des Rouges 2023 dans Port-Neuf. Je fais la proposition. Je propose. OK. Alors, 10.4, conceptualisation et implantation d'un parcours dans la route bleue. En considérant que la MRC de Port-Neuf sollicite la collaboration de la ville de Donnacona afin de pouvoir développer un parcours accrédité de Canot-Kayak Québec dans le cadre de son projet de route bleue sur le fleuve Saint-Laurent pour l'été de 2024. Sans que le fleuve Saint-Laurent présente un fort potentiel de développement et de consolidation d'activités nautiques récréo-touristiques. Cette démarche s'inscrit très bien dans le cadre de la stratégie de développement touristique 2020-2024 de la MRC. C'est pour ça que la MRC a mandaté Canot-Kayak Québec afin d'analyser le potentiel de la validité des installations déjà existantes sur un développement récréo-touristique sécuritaire. C'est pour ça que la MRC de Port-Neuf collabore à une accréditation provinciale de la port de Canot-Kayak Québec afin de faire un produit d'appel reconnu et sécuritaire et d'avoir accès à des aides financières ultérieurement pour le développement de cette offre sur son territoire. Considérant que le parcours créé sans aménagement physique majeur en 2023 sur le fleuve de Saint-Laurent, entre Cap-Santé et Donnacona, est le premier projet collaboratif entre la route bleue de Canot-Kayak Québec et le comité de site des deux rives de la MRC de Port-Neuf. Considérant que ce parcours accrédité de la route bleue et Canot-Kayak Québec est le seul en 2023 sur le fleuve Saint-Laurent dans la région de la capitale nationale, sans que la MRC de Port-Neuf ne peut accompagner à elle seule le développement de 7 nouveaux parcours sur le fleuve Saint-Laurent et les lacs caractérisés à l'été 2023 avant la date du 31 mars 2024 sur son territoire. Considérant que la MRC de Port-Neuf a décidé par résolution CR 152-06-2023 en date de juin 2023 d'octroyer un contrat de service au comité ZIP de deux rives pour l'accompagnement, la conceptualisation, le volet éducation des panneaux, l'implantation de 3 parcours et panneaux de la route bleue sur le fleuve Saint-Laurent entre la municipalité de Deschambault-Gontienne et la ville de Neuville d'ici l'été 2024. C'est que le souhait émis en 2017 lors d'une consultation auprès des municipalités concernant le développement du chemin du roi, de voir un développement d'activités nautiques sur le fleuve Saint-Laurent, comme les offres de recours touristiques entre Grondines et Neuville. On sent que ce parcours accrédité de la route bleue de Canot-Kayak Québec est complémentaire à l'offre récréo-touristique actuelle des entreprises privées présentes sur le territoire et 2 partenaires identifiés. Considérant que la MRC est actuellement la région administrative qui compte le plus de routes bleues au Québec et qu'elle souhaite maintenir cette dynamique. Alors, la résolution que le conseil municipal de la ville de Donnacona autorise la conceptualisation et l'implantation d'un parcours de la route bleue et ce sans frein sur les fleuves de Saint-Laurent entre Donnacona et Neuville. Le conseil municipal autorise M. Benoît Tilbon, directeur du service public de l'urbanisme et du développement économique, à siéger sur le comité d'implantation et à signer le protocole d'entente avec Canot-Kayak Québec et la MRC de Port-Neuf pour l'implantation de la route bleue sur son territoire.
et que le Conseil autorise la pose d'un panneau informatif pour les visiteurs par le comité ZIP des deux rives au printemps 2024, selon les recommandations du rapport de caractérisation. Alors, je reviens à notre proposant. Je propose. Alors, 17.5, aide financière au club de baseball des Arts Sud du Grand Port-Neuf. Alors, considérant l'erreur administrative qui a entraîné le non-paiement d'une facture de la ville par le club baseball des Arts du Grand Port-Neuf, alors, considérant que le conseil municipal juge approprié d'annuler les intérêts liés à cette facture non payée en versant une aide financière équivalente. Alors, la résolution de verser une aide financière de 947,41 au club des Arts du Grand Port-Neuf et de donner une dépense de 947 $ à même le poste de bail. Je reviens à la proposition. Je propose. Quelqu'un parle? Si on complète les points numéro 10, point numéro 11, deuxième période de questions à la personne dans la salle. Alors, vous avez passé directement au point numéro 14 qui est la levée de la séance. Je reviens à la proposition. Je propose. Ceci conclut la séance de conseil du 23 octobre.